La France est de droite, sans doute comme elle ne l'a jamais été. Ce sont les mots de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, il y a quelques jours, dans une longue interview au Figaro. Ah ouais, la France qui devient de droite, quelle surprise. Ça peut être intéressant, quoi. La droitisation française, mythe et réalité. Vous êtes l'auteur Oula C'est Ouais. Il Après, a un il a une tête caractère incroyable. de fou. Il a une tête Ghibli, frère. Oui, c'est un perso de Ghibli de fou. Ah ouais, oh le singe, j'avoue, il a un truc Rio de Janeiro aussi. Non mais arrêtez, vous. Non mais là par contre, vous voyez ça partout. À un moment donné, vous dites ça. Non mais gros, ça fait Frère. une semaine. Dès qu'on regarde quelqu'un, vous dites oh singe, singe. Ça marche pour tout le monde. Réconciliez-vous avec ça. Bah en vrai, Après, ah, gros, ils sont bizarres ces lunettes. il est incroyable en tout cas. Il y a un caractère design de ce fou. livre. Vous êtes politiste. C'est un mignon. Vraiment, il marche pas si bien Jérôme que ça, le Fourquet, singe. bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, directeur du Un Putain, peu il a une pas la famille. même tête lui, je préfère l'autre. département opinion à l'IFOP, auteur de La France d'après, tableau politique. Alors vous n'êtes pas nécessairement sur la même ligne, et donc merci à tous les deux. Oui, il y a un d'avoir, gauchiste et un droitard, on avait accepté le deviné, merci, on sait principe lequel de est ce lequel débat. même. Avant de d'abord ce livre, Vincent Tibéri, dans lequel vous cherchez à montrer que la France n'est pas plus conservatrice que par le passé, qu'elle Ah évolue Ah même vers plus d'ouverture et de progressisme, que la Let's droitisation go du pays dont on parle Jawa Prod a matin, gagné. midi et soir est Les donc un LGBT. mythe. C'est un mot que vous employez au sens le plus plat du terme, un mythe. Et vous dites, vous l'écrivez simplement, je conteste qu'il y ait droitisation générale. Alors expliquez-nous comment vous arrivez à ce Tu trouves constat que certains pourraient En vrai, ça va être intéressant. trouver au choix iconoclaste, contre-intuitif ou carrément étrange. Oui, certains me disent même déconnecté. Alors soyons clairs. Je croyais que vous alliez... Mais les lunettes sont Il a une ouf. tête de Le fou. carré dans le Il rond, est j'avais jamais trop vu ça. stylé. Il a une tête de fou, il est trop stylé. Très clairement, la scène politique, elle, c'est droitisée. Une partie de la scène médiatique, c'est Ah. droitisée. La question, c'est est-ce qu'il y a une droitisation chez les citoyens? Ah, ça c'est intéressant parce que justement, je suis faut heureux. pas se faire c'est gazer. le poulet. Ça Et va là- nous rendre heureux cette vidéo. Il faut réfléchir, il faut regarder, et plutôt que de regarder chacun ses réseaux, chacun ses envies, chacun ses séries, le but du jeu pour moi est de reprendre l'ensemble des enquêtes d'opinion. Pas de calvitie, vous avez raison les gens. Pas de lèvres fines. Ah, lui c'est bon, moi je lui fais Les full lèvres confiance. bien épaisses. Hein. Non, la DA Gros est... flag avec les gens, on est obligé de croire tout ce qu'il dit. Quand vous mettez ensemble des séries de questions sur le racisme, sur l'homosexualité, sur les rôles de genre, sur le rôle de l'État, sur le poids des impôts, vous vous rendez compte que c'est pas aussi simple. Et voire même, la France a considérablement progressé, notamment sur la question de genre et de minorité sexuelle. Ah. On passe d'un monde où effectivement on était extrêmement hétéronormé, extrêmement centré sur les hommes et la sexualité hétérosexuelle, et puis ça a considérablement changé. Mais c'est pas que ça. C'est aussi la tolérance à l'endroit du multiculturalisme, de la diversité. Et c'est également les questions socio-économiques. Quand on demande est-ce que l'État doit intervenir dans l'économie, ça continue, et c'est pas fini. Oh, c'est rassurant. Heureux, il ça a dit fait on va du bien. gagner. Surtout que la réactance de l'extrême droite, que ça soit dans les médias, que ça soit aussi chez une partie des gens, je pense qu'elle est aussi expliquée par ces avancées-là. Bah oui, bien Genre, il sûr. y a aussi un C'est le truc backlash. où... Bah oui, c'est ça, c'est qu'il y a un backlash aussi avec, de fait, des thèmes qui sont de plus en plus wokistes dans leur tête, qui avancent de plus en plus, bah ça les radicalise, quoi. Ça veut dire qu'il faut continuer. Et vous parlez d'un conservatisme d'atmosphère qui imprègne le pays, un conservatisme qui a des relais dans les médias, des relais politiques, qui cherchent à imposer l'idée que le pays est devenu à droite, voire très à droite. Expliquez-nous ce concept-là. Et dites-nous si c'est vraiment qu'atmosphérique. Alors, très clairement, des intellectuels et des médias conservateurs, il y en a eu avant, et ça fait partie du jeu. Et certaines de ces figures intellectuelles étaient là dans les années 80, elles sont encore là dans les années 2020, et elles continuent à peser, simplement on les entend beaucoup plus. Et puis surtout, le monde médiatique a lui-même changé. C'est-à-dire que... Mais c'est ça aussi, c'est que moi je pense que ce qui fait déprimer un gauchiste aussi, c'est que la lente et inexorable chute de tout le contenu politique accessible qui se radicalise, quoi. Notamment et en fait, la télé, quoi.
à la télé, c'est ça. Et ça finit par te gaslight à te dire, c'est franc, ils sont tous comme ça, quoi. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation où les auditeurs d'Inter peuvent écouter les médias qui les intéressent, les auditeurs de CNews aussi. Et typiquement, ce qui se passe par exemple avec le public de CNews, qui est très caractérisé politiquement, c'est une forme de boucle, de boucle et d'enfermement où on a l'impression de ne plus être seul, de pouvoir être enfin entendu. Et derrière se joue une question du coup d'agenda, de manière dont on parle de la société. Et très clairement, voilà ce qui s'était passé en novembre dernier dans un territoire dans lequel vraisemblablement les gens de CNews étaient probablement jamais allés avant. Mais très clairement, la manière dont on a parlé de cette rixe n'était pas neutre. Et derrière, il y avait une tentative d'imposer une manière de parler, de le lier à l'immigration et au final de peser sur les campagnes qui suivent. Rixe entre deux bandes de jeunes. Jérôme Fourquet, comment recevez-vous à ce stade déjà la Alors, thèse le droitard de service. Ah, Ok. Les Français, les vrais Français à qui je parle quand je prends le taxi, eux, ce qu'ils veulent, ils veulent plus des trans. Hein. Modestement, on avait essayé de se pencher sur un certain nombre de données, alors pas de manière aussi exhaustive de Vincent Tibéri. Et je pense que déjà, il y a il est à la tête d'un institut de sondage, gros. Ce mec dirige un institut de sondage, d'accord, non mais c'est bon. Mais lui, c'est le complot, lui. Il a dit lui, il est dans le complot. Nos chiffres sont pas aussi exhaustifs que le chercheur. Une piste de départ, c'est d'essayer de serrer les axes différents sur lesquels on doit travailler pour savoir s'il y a ou non droitisation. On peut en définir 3 majeurs. Le premier, c'est ce qu'on pourrait appeler les questions économiques et sociales. Typiquement, le rôle. Et les sondages ont-ils un rôle d'ailleurs là-dedans, monsieur Mélenchon, 3%, hein, oui. Vincent Tibéri en a parlé. Mais regardez ce qui s'est passé il y a encore 1 an en France sur la question de la réforme des retraites. Et là, toutes les enquêtes d'opinion étaient unanimes. Très massivement, les Français étaient opposés à cette réforme des retraites. On a appris hier soir que le déficit public allait de nouveau être supérieur à celui qui était attendu. Et depuis 1973, ça fait 50 ans, la France n'a pas voté un seul budget à l'équilibre. Et donc on voit que, de manière consciente ou non, même si certains responsables politiques affichent des postures plus ou moins libérales, le fond de la société n'est pas du tout en phase avec cela et la demande va plutôt sur une forme d'intervention. Donc sur les questions économiques et sociales, je ne pense pas qu'on puisse diagnostiquer. Mais ça, ce qui m'énerve dans sa texte, c'est la vie des libéraux plus libéraux que les autres, où ça m'a marre de... Mais la France est un pays communiste. Oui. La France est déjà d'extrême gauche. Enfin, je veux dire, en fait, ils ont beau dire, mais en fait, je veux dire, il y a la Sécu, donc c'est vraiment le communisme. Tout le monde, les gens, c'est des assistés. Ils touchent plus avec les aides contrairement. Bref. Alors, il y a un deuxième champ d'analyse, c'est sur les questions, on pourrait dire sociétales et de valeurs. Et là aussi, je rejoins le constat de Xavier Tibéri. Si on prend par exemple sur la question de l'homosexualité, on a retrouvé des enquêtes du début des années 80. Donc, il faut regarder comment les questions étaient posées à l'époque. C'est mon prof Tibéri. Le gars avec le character design rouflaquette de fou, c'est ton prof. Ah ouais, bah ouais, il y a des bons profs. T'as trop de chance. Il y a des bons profs, comme quoi. Demander aux Français si l'homosexualité c'était une façon comme une autre, de vivre sa sexualité, une perversion à combattre ou une maladie à guérir. Et on avait... Oh putain. Oh les choix. Wow, les choix de fou. Alors, est-ce que c'est juste des gens qui s'aiment ou une maladie à éradiquer? Ah ouais. J'aime trop le choix de fou. Le choix sans nuance. 45% des Français qui, au début des années 80, vous disent soit que c'est une perversion à combattre, soit que c'est une maladie à guérir. Les dernières enquêtes que nous, on avait faites au moment du maintenant, c'est les trans du qui débat veulent sur le combattre. mariage pour tous en 2012-2013, il y avait plus que 15% de Français qui partageaient ce constat-là. Toujours sur la question bioéthique ou les questions sociétales, l'IVG. On a retrouvé une vieille enquête de l'IFOP de 1974, au moment où la loi Veil est en débat. On a qu'à l'époque 48% de Français qui sont favorables à l'autorisation sans limite du recours à l'IVG. Aujourd'hui, c'est 77% de la population. Donc là aussi, sur un conservatisme sociétal, quand vous regardez ces données-là, on ne peut pas diagnostiquer une droitisation. Là où peut-être il va y avoir un débat, c'est sur le troisième axe, c'est sur les questions plus régaliennes, la question de l'insécurité, la question de l'immigration. Où on va voir, par exemple, sur un indicateur qui est suivi de longue date par les sondeurs, la question de la peine de mort, par exemple. Après, la peine de mort, c'est vraiment un truc qui a toujours fait 48, 52, 48, 52. Gros, même sur l'homosexualité, l'orientation des questions, une maladie à soigner,
un fléau, etc. Par contre, des sondages sur l'accès à la parentalité pour les couples homosexuels, plus de droits pour les personnes trans, tu vois, sur des mesures concrètes, progressistes, réclamées sur les questions, c'est autre chose que est-ce que c'est des gens qu'il faut assassiner demain? Surtout la droite, où ils ont Renaud Camus et Philippot. Bah oui, c'est ça, tu vois, genre c'est ça, exactement. On a à peu près, ça peut varier selon le contexte d'actualité du moment, mais à peu près un Français sur deux qui demeure favorable à la peine de mort, par exemple. Ce que dit Jérôme Fourquet à l'instant sur le régalien, entre guillemets, est-ce que ça vient limiter la portée de votre thèse? Je crois que ce que dit Jérôme Fourquet, de ce point de vue-là, l'IFOP est un institut remarquable, c'est un institut historique qui permet de remonter très loin dans les dynamiques. Je l'aime plus. Attends, là c'est un prof, il dit bonne copie, mais j'attends le mais. Ça nous raconte l'importance de maintenir des enquêtes, de remaintenir des séries et le faire dans le temps long, sinon on ne peut pas mesurer s'il y a droitisation ou pas. Parce que désormais, les sondages sont aussi un des instruments du débat politique et de la construction politique. Quand on voyait qu'un terrain voudrait créer des baromètres, voudrait racheter un institut de sondage, on voit combien aujourd'hui la manière dont on mesure les choses devient extrêmement importante. Et typiquement, sur la question de la peine de mort, on voit que les enquêtes qui ont lieu par Internet sont des enquêtes qui généralement aujourd'hui arrivent à du 50-50. Quand les enquêtes qui sont encore des enquêtes à enquêteurs, par téléphone ou en face à face, on voit une continuelle progression du refus de la peine de mort. Intéressant ça. Si on est sur des modes de recueil historiques, en face à face ou en téléphone, il y a une interaction entre un enquêteur et un enquêté. Et donc, il y a la question de la dissibilité par l'enquêté. Est-ce qu'on se sent autorisé à dire ou pas? Et le mode de recueil par Internet, là, vous êtes seul face à votre écran et quelque part, on peut se dire, on peut entre guillemets se lâcher ou afficher la vérité des prix. Et ce qui est intéressant aussi pour les problématiques sur lesquelles travaille Vincent Tibéri, c'est de regarder le décalage qu'il peut y avoir entre ces deux modes de recueil, parce que ça nous dit quelque chose sur l'acceptabilité sociale de certaines positions. Donc là, il est en train de dire, quand t'enquêtes et que les gens sont pas homophobes, ils le disent pour pas qu'on leur en veuille, quoi. Après, vu ce que les gens ils disent sur leurs idées réac en ce moment, oui, bon, ok, peut-être. La France est de droite, sans doute comme elle ne l'a jamais été. Ce sont les mots de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, il y a quelques jours, dans une longue interview au Figaro. Est-ce que ça, c'est atmosphérique, Vincent Tibéri? Je crois que le souci aujourd'hui est de se poser la question de la représentativité des élections des électeurs face aux citoyens. Et c'est particulièrement vrai quand on commence à regarder le vote, mais qu'on regarde aussi le placement à gauche ou à droite, ou qu'on regarde la proximité partisane. On se rend compte qu'aujourd'hui, les élections se gagnent avec une minorité des électeurs et des citoyens. Et notamment parce que se crée ce que j'appelle dans le bouquin une grande démission. Et cette grande démission, c'est pas simplement des sans-avis. Fut un temps, les abstentionnistes, on les considérait, c'était Alain Lancelot, on les considérait comme des gens qui n'étaient pas intégrés, qui ne comprenaient pas. C'est fini. En fait, on se rend compte notamment quand on travaille sur le renouvellement générationnel qu'une large majorité des millennials et des post-baby boomers, dont nous sommes autour de cette table, désormais sont des électeurs intermittents. Et ça ne veut pas dire qu'ils s'intéressent pas à la politique. Ça veut juste dire que le système ne leur convient plus, le mode de scrutin ne leur convient plus. Et il y a des formes de décrochage extrêmement importantes et frappantes chez les ouvriers, chez les employés, mais également chez les diplômés. Et typiquement, quand on dit que le RN est le premier parti ouvrier de France, c'est vrai, à ceci près que même aux législatives, on se retrouve quand même avec un ouvrier sur deux qui ne vote pas. Et c'est pas parce qu'ils s'intéressent pas. C'est très précis. Pas parce qu'ils n'ont pas d'opinion, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de valeurs, ils n'ont pas des envies, des besoins, et ils l'expriment notamment dans les enquêtes. C'est parce que effectivement, globalement, le système politique ne fonctionne plus. Eh oui. Mais ça, c'est ce qu'on dit tout le temps, tu vois. C'est comme là, la plupart des jeunes, ils sont NFP pour l'immense majorité d'entre eux, mais la plupart votent pas. En fait, le problème, dans les votants, les vieux, le vote NFP chez les jeunes, il est très bon, mais c'est pas pour vieux, ça que tout. En fait, plus si tu regardes, et c'est pour ça, moi, j'insistais beaucoup sur ça dans les Awa Talk, mais si tu regardes les gens qui votent, c'est ceux qui ont les meilleures classes sociales, qui sont les plus âgés et les plus à droite. Donc ça, c'est les gens qui sont les meilleurs élèves pour voter. Et plus t'es pauvre, plus t'es jeune, plus t'es à gauche, moins tu votes. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut pas se dire « Ah, ça représente le pays, les élections ». C'est vraiment important de ne pas penser ça, parce que tu vois que c'est biaisé. Donc en fait, c'est normal que les droitards, entre guillemets, arrivent, vu qu'ils sont meilleurs élèves au vote, qu'ils arrivent plus haut dans les élections. Votent RN, oui, et d'accord. Justement, quand tu vois le succès, entre guillemets, de la gauche par rapport au reste, tu dis, bah ça va, malgré qu'il y ait moins de gens qui votent, on arrive à faire à un truc à peu près équivalent, quoi. Et du coup, là, on a un vrai travail à faire sur l'abstention, et c'est pas pour rien que ça a été la piste privilégiée de la France insoumise, d'essayer de motiver les abstentionnistes, de motiver les gens qui votent pas, et c'est ce qui se voit d'ailleurs les élections européennes ou les législatives, avec
avec une participation largement en hausse dans les quartiers populaires, par exemple, qui traditionnellement votaient pas beaucoup. Mais tu te dis, bah là, il y a clairement un public de gauche qu'il faut convaincre de voter. Et ça, c'est super important parce que c'est convaincre les électeurs et les citoyens. Nous sommes des électeurs, bien sûr, nous sommes des électeurs, mais il y a plein de citoyens qui pensent sans être des électeurs. Est-ce que votre analyse n'est pas un peu légère, là, Vincent Tibéri, qui consiste à dire que un certain nombre de gens ne votent pas, ceux qui votent là pour le Rassemblement National. Et c'est pas atmosphérique. C'est le RN, ils ont gagné. Oh, c'est fou, hein. Oh là là, waf, hein. Et il y a une vraie nouveauté qui est notamment le basculement des boomers qui jusqu'ici ne votaient pas pour le RN, alors que c'était une réserve de voix en termes de xénophobie, en termes de conservatisme. Désormais, ça, c'est aussi rappeler les boomers. Les gens, ils se sont trop fait gaslight par le RN, parti de jeunes et tout. Genre, le RN, ils font un gros score, donc évidemment que t'as un certain nombre de jeunes qui votent pour eux. Mais dire que genre, j'ai déjà vu des gauchistes dire la jeunesse est RN, tous les jeunes votent RN, c'est n'importe quoi. Genre, enfin, tu sais, genre, après. En fait, le truc, c'est que t'as pas envie d'avoir un discours, de dire que tout va bien et que globalement, le futur va aller mieux, que tout le monde va devenir de gauche ou quoi. Mais des fois, t'as un peu un plaisir du catastrophisme, de tout est à la droite, le pays est d'extrême droite, c'est fini, il n'y a plus rien, il n'y a plus que ça fasse ça. Ouais, malgré les TikTok, ma grosse queue, les TikTok de Bardella, ça fait pas tout. En plus, on le sait, on a les sondages du vote des jeunes. Il y a un vote RN. D'ailleurs, en fait, le problème qu'on a, c'est que le vote RN, il est globalement constant. Les jeunes sont ceux qui votent le moins RN, mais chaque catégorie d'âge vote quand même bien RN. Alors que par exemple, la fille, les jeunes votent massivement pour la fille, et plus tu vieillis, moins les gens ils votent fille. C'est un truc qui est dégressif, quoi. Donc c'est aussi ce qui explique le score du Rassemblement National, c'est qu'ils sont à peu près homogènes, même si c'est plutôt les vieux qui votent pour eux. Alors que vraiment, la fille, hein, les vieux votent vraiment très rarement pour eux, quoi. Sauf ceux du public de Dany Heras, parce qu'ils sont basés, bien sûr. Il y a eu une légitimation du Rassemblement National, mais aussi une droitisation des électeurs de droite. Et de ce point de vue-là, il faut bien avoir en tête que effectivement le RN recueille 31% des voix. Et dans le même temps, vous êtes capable de remobiliser autour d'un barrage républicain une grande partie des électeurs, y compris des gens qui vraisemblablement ne s'étaient pas mobilisés au premier tour, mais avec le cadrage, avec la manière dont la campagne de l'entre-deux tours s'est déroulée, avec la remobilisation, vous réussissez à faire revenir des gens qui sont capables de voter contre le RN, même alors que leur vote n'est pas forcément un vote d'adhésion. Et c'est là d'ailleurs toute l'ambiguïté. C'est intéressant. Au final, il progresse pas tant que ça, le RN, tu vois. Sur le truc de ça progresse à chaque élection, un jour ce barrage tiendra plus. Bah, quand même, il tient, quoi. Le barrage, il tient. Est-ce qu'il n'y a pas un plafond aussi quand tu vois qu'ils ont full les médias de leur côté, que globalement leurs électeurs se déplacent avec acharnement et fidélité, tu vois, et que globalement on arrive à empêcher à chaque fois à peu près la catastrophe. Et jusque-là, ça servait Macron et ça servait tous les présidents qui s'en servaient jusqu'ici. Et là, le problème, c'est qu'on arrive dans une nouvelle situation où, en gros, c'est entre le centre, bon, Crary la droite, on va dire libérale, quoi, et la gauche où ça se bagarre là-dedans, mais que globalement, tu as quand même 70% des Français, en tout cas des gens qui votent, qui en veulent pas, quoi. Dans la France d'après, tableau politique, vous analysiez en détail ce que vous appeliez la montée des eaux bleu marine. Comment recevez-vous l'analyse que fait Vincent Tibéri de ce vote? Plusieurs choses. D'abord, si on partage l'idée qu'on a une évolution de la société vers davantage de progressisme sociétal, il faut aussi intégrer le fait que toute une partie de la société, en retour, va se braquer face à cette évolution. Oui, voilà. Ça, c'est l'effet de réactance, ça, c'est évident, ça. Qui n'est pas forcément... Ouais, monsieur, il floppe, quoi. Typiquement, c'est un électorat qui a pu voter pour Éric Zemmour à l'élection présidentielle, qui était sur un agenda très conservateur sur le plan des valeurs. Après, c'est vraiment les bourgeois de droite qu'on vote. Après, oui, au final. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, rappelons-nous la sidération quand Jean-Marie Le Pen a accédé au second tour. Bon, il s'était fait stopper net ensuite avec 18%. Et là, aujourd'hui, quand sa fille atteint 42% au deuxième tour en 2017, on peut dire, mais qui peut nous dire qu'on ne s'est pas droitisé? Sauf que le produit, l'offre politique n'est plus la même. J'ai parlé tout à l'heure de la peine de mort, qui était un grand marqueur, comme on dit en sciences politiques. C'est aussi là où la stratégie de respectabilité du RN a fait son effet, quoi. Bah, moi, je pense qu'il y a un double truc. Il y a la dédiabolisation, mais il y a aussi vraiment, je pense, la respectabilité, toute la stratégie sociale anti-immigration, de relier la question de l'immigration au social, de faire croire que le pouvoir d'achat, les salaires, la retraite, globalement, que tout était conditionné par le fait d'arrêter l'immigration. Et tu le vois, les gens, à chaque fois qu'ils disent des trucs, pas assez de salaire de gens, ils disent, mais vous inquiétez pas, de toute façon, déjà, on va arrêter l'immigration, du coup, on aura de l'argent. Ça a été tellement efficace, alors qu'à l'époque, le père Le Pen, c'était autre chose, quoi.
Il y a aussi genre Bardella, tu vois, où limite le nom Le Pen disparaît, les jeunes qui n'ont pas forcément, tu vois, du coup en tête l'historique de ce qui s'est passé, le fait qu'on diabolise la gauche, l'antimacronisme aussi. Je pense que par exemple, dans le second tour, des gens qui votent RN votent aussi RN en mode allez que ça change, quoi. Qu'on essaye ça. Il y a des gens qui le sont parce qu'ils sont anti-immigration et tout, mais il y a aussi ce côté-là. Mais c'est vrai qu'entre Jean-Marie Le Pen était beaucoup plus repoussoir que Marine Le Pen, et je pense même que Bardella, et ça peut être triste à dire, peut être encore un peu moins repoussoir que le nom Le Pen. Donc c'est là que tu vois quand même que la strate du Rassemblement national, et comme tu dis, le passage un peu le virage social avec Philippot et tout, etc., dont ils ont gardé des arguments, ça a permis de monter jusque-là. Mais est-ce que ça lui permet de gagner une élection ? C'est tout l'enjeu, quoi. La fille, c'est que du vote d'adhésion. Moi, je dirais pas ça, les gens. La moitié, oui. Une autre moitié, c'est des gens de gauche qui font du vote utile et qui aiment pas Mélenchon. Oui, je pense qu'il y en a. Tu dis moite-moite, je sais pas d'où tu sors le chiffre. Bah, genre, je pense que là, c'est vraiment au doigt mouillé. Non, mais je dis ça en mode le 10% qui devient 22, tu sais. En mode quand le truc se rapproche. Ouais, mais le 10% qui devient 22, dans les 12% en plus, c'est pas que du vote utile. Dire la moitié, cas, ça me paraît. Il n'y a pas de l'adhésion totale, absolue, quoi. Non, en fait, non, mais sauf que de toute façon, tu ne gagnes jamais d'élection avec un vote unique d'adhésion totale de militants. Bah oui. Ça marche pas comme même ça, dans les élections, militants, genre comme nous, les insoumis, il y a des choses avec lesquelles on suit pas toute la ligne. On n'est pas d'accord avec tout, quoi. Le RN ne s'est pas beaucoup mobilisé contre le mariage pour tous. Ils ont laissé les choses se faire. Et ça, c'est réel, ça. Hein. Genre, c'est le genre de truc où vraiment tu sens vraiment qu'ils ont recentré. Hein. Bah ouais. Ils ont Renaud Camus, frère. Le Rassemblement national aujourd'hui est le premier parti chez les ouvriers et les employés, c'est qu'il est capable d'articuler un discours régalien avec une demande économique et sociale qui n'est pas de droite. Vous voyez bien que le RN serait prêt à voter une abrogation de la réforme des retraites. Ils sont pour davantage. Donc attention, on peut pas contester. Oui. Je demande non, mais à en voir. fait, ça c'est pareil. Fois, hein. Déjà, ils reviennent dessus à chaque fois. Et la vérité, c'est que ce genre de promesses sociales, leurs électeurs, ils sont contents de les entendre. Mais s'ils les font sauter du programme et qu'ils continuent à dire qu'ils vont virer les Arabes, ils sont contents quand même. C'est là aussi où tu vois que ce gaslight de les gens votent RN, pas vraiment par racisme, mais pour les mesures sociales, etc. Je pense que il y en a peut-être quelques-uns, mais en très grande majorité, du moment qu'ils virent les Arabes, ils voteront quand même pour eux, quoi. Bah et surtout, moi, c'est à chaque fois, tu sais, quand on parle des trucs d'accélérationnisme, c'est là où il faut se méfier de l'accélérationnisme. C'est que plein de gens sont en mode, je comprends l'hypothèse où ils se disent, non, mais je pense pas que tout le monde est raciste au RN, ou même s'ils le sont, ils ont aussi un désir anti-Macron, ils veulent des droits sociaux, c'est aussi leurs conditions de vie, tout ça est vrai. Mais sauf que, ce que vous oubliez dans le fascisme, c'est que les gens peuvent s'accommoder du fascisme, c'est-à-dire qu'ils peuvent voir même leur niveau de vie empirer, mais si à la télé, ils voient des menottes sur les Noirs et les Arabes dans les quartiers, bah ils peuvent approuver parce que leur niveau social a baissé, mais ils sont quand même privilégiés par rapport à d'autres. Ça, c'est le pacte racial, tu vois. En mode, c'est tant que eux ils prennent plus cher que moi, ça va. Ça va. Donc, oubliez jamais que les gens peuvent s'accommoder du Donc, c'est pour ça que l'hypothèse que, non, mais allez, ils sont stupides, on leur donne le RN, ils vont se rendre compte et ils vont voter de gauche après. Ça, j'y crois pas beaucoup. Vraiment, vraiment très peu. Et surtout quand tu penses comment structurellement que ça ferait à la société d'avoir un pouvoir d'extrême droite, comment ça pourrait droitiser pour le coup la société, les mœurs, les gens et tout, et ce qui est la norme sociale de ce qui est normal de dire, etc. Je me méfierais de cette hypothèse. Regardez comment les leaders même, les figures principales du Rassemblement national, ont été très gênés quand, dans la campagne des législatives, est ressortie la mesure de réserver certains emplois aux stricts nationaux et de les interdire aux binationaux. Jean-Marie Le Pen ne se serait jamais, senti gêné par ce type de mesure. Et donc le produit même... c'est vrai. C'est vrai que ils ne font, genre, dans leur échelle de valeur, ils sont dans le compromis permanent, quoi. En vrai, ils se centrisent de fou. C'est là où les hémorroïdes et les droitards anti-Le Pen, dans le truc de pays de gauchistes, ils leur en veulent, c'est qu'effectivement, là, moi, je comprends l'argument que même le Rassemblement national aujourd'hui doit prendre en considération des mesures sociales, quand même. Peut pas juste se limiter au racisme s'il veut gagner une élection. Et puis même quand ils font trop les forceurs, ça leur fait du mal. Genre le coup de leur candidat député qui font des saluts nazis avec des casquettes, ce truc-là, d'interdire les trucs aux binationaux. T'as tellement des gens qui ont été convaincus par les arguments ils sont pas racistes, ils veulent juste qu'il y ait un peu moins d'immigration illégale. Genre, et du coup, quand ils se rappellent qu'en vrai c'est des racistes, ça a quand même des effets sur la société, quoi.
Et c'est aussi pour ça que c'est toujours utile d'avoir les Jean-Michel qui vont digue les comptes de députés qui vont ressortir ces trucs-là, quoi. On va passer au standard d'Inter. Le standard, j'adore. Oula, C'est toujours les Goldman d'Inter. Pouvez-vous nous dire de quelle droite, et au pluriel s'il le faut, il s'agit véritablement? Merci. Ah, ça, elle est en mode parce que, hein, est-ce qu'elle a un avis en mode, vous dites extrême droite pour rien, vous dites tout le monde est facho. On va donner la parole à Vincent Tibéri. Quelle droite? Effectivement, définir ce qu'est une offre politique, une offre partisane de droite aujourd'hui devient compliqué, puisque certains partis traditionnels sont aujourd'hui des espèces de tigres de papier qu'on entend sur les plateaux, mais qui électoralement ne pèsent plus. On pense aux Républicains. Le RN effectivement a bougé, et donc il fut d'un temps le FN se positionnait comme ni de gauche ni de droite français, mais de fait effectivement quand on réfléchit à ce qu'est un électorat RN aujourd'hui, à ce que ce parti, il y a différentes modalités, différentes pluralités qui font que le RN du Nord est beaucoup plus à gauche que le RN du Sud. Et puis que dire du macronisme? Est-ce que le macronisme est de centre, de gauche, de droite? D'un point de vue de bilan et d'un point de vue de placement, quand on regarde ce que les enquêtes nous disent, clairement, Emmanuel Macron est vu comme quelqu'un de droite. Moi, je reviendrai à lui, les trois chiant droites quand il de parle. René Raymond. Après, c'est quand même intéressant, son avis. Oui, il est intéressant, mais il me fatigue, désolé. Flopesque. Mes trois axes. Pardon. En disant que clairement, de notre point de vue, sur les questions régaliennes, on a une forme de droitisation de la société, mais en revanche, on le voit bien sur les questions sociétales ou sur les questions économiques et sociales. Attends, il vient redire la même chose. Il redit que sociétal, économique et social, c'est son seul truc. Gravité n'a pas glissé vers la droite ou les droites. Bon, en gros, le pays est de gauche, allez, let's go. Sociétal, régalien. Lorsqu'on donne la parole aux Français sans intermédiaire, je pense au grand débat, convention citoyenne, je pense à la convention sur la fin de vie, mais après j'ai l'impression qu'ils sont plutôt libertaires et de gauche. Quand les débats sont intermédiés avec les médias, et on peut pas ignorer... T'as dit oui au fait que tu trouves Macron libertaire de gauche. Mais non, le gars a dit, quand tu fais des... Oui, t'as raison. Des médias qui peuvent... J'ai la flemme d'argumenter. T'es complètement con. J'ai eu la flemme direct, c'est bon. Manipuler l'opinion. Et derrière les médias, il y a quand même des puissances économiques avec des messages qui sont répétés comme des mantras. On a l'impression... Pas Macron, les gens, oui, mais flemme. Effectivement, que la droite l'emporte. Qu'en pensez-vous? Merci Frédéric. Nous, on n'essaye pas de manipuler, on essaye d'informer, de faire vivre. Oh, il l'a pris pour lui. Oh là là. J'essaye vraiment pas de manipuler. Ah, nous on manipule pas en fait. Nous on est dans l'information en fait. T'as déjà lu Libé. Red flag dans un date, ça. Alors moi, moi manipuler. Alors là, jamais de ma vie. Je le prends vraiment pour moi. Attends, c'est bon. Lisez Libé, ouais. Vincent Tibéri, que répondez-vous à notre auditeur? Je pense que les conventions citoyennes ont été l'exemple type de quelque chose qu'on est plusieurs à défendre en sciences politiques, qui est qu'on est face à des citoyens qui n'ont jamais été aussi compétents, aussi capables de jouer leur rôle dès lors qu'on leur permet de le faire. C'est-à-dire qu'en termes de niveau de diplôme, en termes de capacité à s'auto-informer, à aller chercher sur Internet ce qu'ils souhaitent vérifier, contrôler leur information, on n'a jamais eu autant de gens capables de jouer. Ils vont nous mettre Dr Raoult, ministre de la Santé, on va avoir l'air con après. Hein. Après, ça, c'est pas un vrai truc. Genre, quand tu prends des gens, tu leur dis faut travailler sur un dossier, bah, comme ils travaillent, ils finissent par être plus à gauche qu'ils l'étaient à l'origine. Pas un vrai truc, ça? Je sais pas, frère. C'est des arguments. C'est d'arguments. Étienne Chouard, ça, un peu, non? Ouais, c'est des petits virus, ça. Vous allez devenir des petits virus, le chat, ou pas? Les conventions citoyennes sont l'exemple type que quand vous mettez ensemble des citoyens, alors ils sont pas complètement tirés au hasard, hein, il y a des biais de sélection, mais la plupart d'entre eux ne sont pas des politiques, ne sont pas des responsables associatifs, se mettent à travailler sur un sujet et réussissent à trouver des choses et réussissent à arriver à des choix qui sont plutôt intéressants. Et c'est là où il y a un vrai souci, c'est qu'en face de conventions citoyennes, en face d'une volonté d'horizontalité, vous vous retrouvez avec un exercice du pouvoir, avec une culture politique, notamment chez les élites françaises, qui est encore extrêmement descendante et voire même parfois méprisante à l'endroit des citoyens. Tu peux le dire, hein. Vous allez lire du peuple, vous avez vu même des citoyens. Parfois. Pas le peuple, parce que le peuple est inconstruit. Mais typiquement, il a dit pas le peuple est inconstruit. Et nous on dit le peuple ici. Continue à payer 2005 et le référendum. Vincent Tibéri pose une question simple dans son livre. Vivons-nous dans une ère conservatrice? Jérôme Fourquet, vous y répondez comment? Alors, plus globalement. Quand on regarde des enquêtes... Lui, il veut juste conserver son poste. Oui, il floppe. Sondage bidon. Ah ouais, pour tout ça, pour pouvoir mettre moins 5 points à Mélenchon à chaque élection. Enquête récente, je pense notamment à celle de nos confrères d'Ipsos. Il y a un item parmi toutes les batteries
la batterie testée qui dit Il me fatigue parce qu'il dit série comme les séries, Oui. item comme dans les jeux vidéo, batterie comme les instruments de musique. Non mais choisissez un truc pour vous définir là. Rien. Ah ouais. Hein. c'était mieux avant. Les ADSEM et le PE. Hein. La France est en déclin. Ah Et donc ouais, là, sur le cette PE de atmosphère-là, l'ADSEM du, bon, bah là, de il n'y a pas l'AGS, photo. là. On a plus de 70% des Français. Alors, on a aussi un pays qui vieillit. Et donc, c'était mieux avant, c'était notre jeunesse, qui, très majoritairement, regrette un âge d'or en grande partie. Mais parce qu'ils sont vieux. Ça, c'est les vieux. Ils sont en mode l'âge d'or, c'était avant. Bah oui, normal. T'avais pas de la calcification dans tes os. Tu pouvais marcher droit. T'avais tes neurones. Tu voyais quelque chose. T'entendais quelque chose. T'as plus de Ta goût. femme t'as t'avait pas Alzheimer. quitté. Bah oui. Ah, c'est T'arrivais normal que encore la à vie, elle pisser était mieux. debout. Genre, ils vivent la vie en 240p. Ils sont là, c'était mieux avant. Bah oui, bien sûr. Oh là mythifié. là. Vous voyez tout ce qui s'est passé autour Juste de vieillir. la Hein. disparition d'Alain Delon, la France des années 60 et 70. Oh. Donc, Ah bah tant mieux. Hein. sur Ah cette oui, Alain nostalgie Delon, qu'est-ce qu'on française, s'en branle. là, en termes marketing culturel, elle est très hégémonique. En revanche, encore une fois, regardons les choses sur la dynamique profonde de la société. On est sur des choses qui sont très différentes. Donc ce que j'ai compris, c'est que le jour où la France Alain Delon a crève, on est en fin de gauche dans ce pays. Bah putain. Mais non, parce que Non, les mais c'est pauvres ça, cons, non le problème, c'est que les pauvres cons qui ont 20 ans de moins, ils vont avoir les mêmes avis de merde sur un autre truc quand ils vont être vieux. Ouais. À un moment, ça va être la France de Cyril Hanouna, frère. On va être dans cette sauce, gros. Il est mignon, Bardella, quand même. Ah, Bardella, il Le est quand même mignon, pourcentage j'aime de bien, il parle naissances bien. hors mariage. Oh. Un dernier mot, Vincent Tibéri, si la France n'est pas conservatrice, qu'est-elle? En phase de reconstruction, je pense qu'objectivement, et ça Jérôme le racontait déjà, hein, on manque de récits collectifs. Et très clairement, derrière, ça... Ah non, il y a Antoine Léaumont qui va débarquer. Alors moi j'ai une idée. Bon, donc Oh non. on pourrait se retrouver tous ensemble et lire des extraits de la Constitution. Ah non. C'est ce qu'on veut faire ensemble. Au Aujourd'hui, on a des sociétés qui vivent en parallèle et qui parfois sont des très belles sociétés qui travaillent au commun et qui, quelque part, sont effectivement des belles nouvelles. Et n'oublions pas que ces jeunes générations qui arrivent et qu'on n'entend pas souvent sont porteuses d'énormément de choses en termes de relations humaines, en termes de volonté de faire différemment. Eh bien, merci à tous les deux, Vincent. Ah, ça veut dire c'est la sauce Non mais en gros, des faut jeunes. que Voilà. quand les Alain Delon seront tous morts, il restera nous, on sera pourra des faire vieux un comme dièse. Alain Delon et on sera réac à notre tour. Attends. Ouais. Non, justement, on va rester basés, nous. Oui, on Tranquille, sera un peu t'inquiète. moins réac que nos Ah parents, ouais. mais on sera plus que nos enfants. Donc globalement, Non, mais ce sera la après, merde. on dira un peu, peut-être qu'il y a un peu trop de wokisme. Ça sera toujours plus woke, tu vois. Mais peut-être que c'est vrai qu'il y a des trucs où on sera un peu en mode on comprendra pas, mais ça sera pas grave, quoi, parce que c'est bon. Ah, c'était pas mal. Hein.